quoi? Le soleil, la lune, la terre et tout ce qui est sur la terre, les hommes, les animaux et les végétaux. Vous avez déjà là une vision qu'on pourrait dire écologique, environnementale domaine. Autrement dit, la vie humaine, puisqu'il faut toujours, j'en reviens au thème de la vie humaine n'est pas séparable déjà là de la vie divine et de la vie de tout ce qui est à l'intérieur de ce cosmos, qui est limité. Il n'est pas infini, il est limité par quelque chose qu'Homère imagine étant une eau primordiale qui fait le tour de l'univers. Pour ce qui est de la terre elle-même et de la région de la terre où vivent les hommes d'Homère et Homère lui-même, il faut préciser que ce n'est pas n'importe quelle région du monde, c'est la Méditerranée. Et l'œuvre d'Homère est très marquée par le paysage méditerranéen, qui est d'abord un paysage où la mer est partout. La guerre de Troie se passe au bord de la mer par laquelle sont arrivés des bateaux pour essayer de s'emparer de la ville de Troie. Les aventures d'Ulysse qui font l'objet de l'Odyssée se passent entièrement dans la Méditerranée, vous le savez, et il apparaît clairement que Homère connaît bien la Méditerranée, directement ou indirectement, peut-être pas les Phéniciens, il connaît la Méditerranée, non seulement des îles, les grandes îles comme la Crète, il connaît l'Égypte, il parle de l'Égypte avec précision, il parle du Nil, et il parle même du détroit de Gibraltar. Donc, c'est la mer, et c'est aussi le soleil. La mer et le soleil. Il est évident que dans la Méditerranée, il y a plus de soleil que dans d'autres régions du monde, et c'est important parce que l'Iliade et l'Odyssée, les deux, sont rythmés chaque fois, ou chaque épisode, par le lever du soleil. Presque chaque épisode dit quand se lève l'aurore, l'aurore aux doigts de rose, ou l'aurore au voile de safran, c'est les expressions qui reviennent le plus souvent. Et l'aurore, tantôt, est présentée comme une divinité secondaire, et tantôt, c'est simplement le phénomène cosmique du soleil qui se lève. Donc, quand le soleil se lève, eh bien, les hommes, toujours se lèvent et commencent leur journée. Journée de travail agricole ou journée de guerre. Et pour les dieux, dans l'Olympe, c'est pareil. Ils commencent la journée avec le soleil, et quand le soleil se couche, eh bien tout le monde se couche et s'endort, les dieux comme les hommes. Il ne faut pas aller très loin sûrement dans la liaison entre un environnement naturel et une forme de pensée, mais il est quand même clair qu'il y a une relation. Un peuple qui vit dans les brumes, dans la pluie, la plus grande partie du temps, ne peut pas avoir la même conception du monde qu'un peuple qui vit dans une région où le soleil brille très souvent et où il y a la mer. Et cette mer-là, voilà. Donc je voulais vous signaler que il faut tenir compte, pour ce qui est des paysages où se déroulent, des scènes où se déroule l'Iliade et l'Odyssée, du fait que nous sommes dans la Méditerranée et non pas ailleurs, dans une autre région de la Terre. Et ça, son importance. Et là, dans cette région du monde, poussent des fruits spécifiques. Quand Ulysse, dans ses aventures,
aborde au rivage des Phéaciens, dont le roi est Alkinoos. Il est très bien accueilli et Homère décrit le jardin d'Alkinoos. Le roi a un jardin. Ce n'est pas n'importe quel jardin, c'est chant 7 de l'Odyssée. Il y a ce grand jardin qui est enclos d'une enceinte, d'un mur. C'est d'abord un verger dont les hautes ramures, poiriers et grenadiers et pommiers aux fruits d'or et puissants oliviers et figuiers domestiques portent sans se lasser ni s'arrêter leurs fruits. Là, vous avez des fruits typiquement méditerranéens, en particulier la grenade, l'olive et la figue. Et plus loin, on nous dit qu'il y a un carré de vigne et encore un potager. La vigne aussi, le vin, c'est typique de la Méditerranée. Ailleurs, on boit de la bière, ou on boit d'autres boissons. Mais le vin, comme le blé, là le blé n'est pas signalé, mais rappelez-vous, dans le bouclier d'Achille, on voit des paysans labourer la terre, semer, et ensuite ils font la moisson. Ça, c'est le blé. Homère appelle souvent la terre, les hommes qui vivent sur la terre, que ce sont des hommes qui mangent du blé, les hommes mangeurs de blé. Et ils boivent aussi beaucoup de vin. Et lorsque Ulysse arrive enfin dans son royaume d'Ithaque, dans l'île d'Ithaque, il va rencontrer son père Laërte, qu'il n'a pas vu depuis 20 ans. Et que fait le roi, le vieux roi qui s'est retiré, qui ne vit plus au palais? Eh bien, il cultive lui-même un jardin. Et comment est ce jardin? Ulysse, avant de se faire reconnaître de son père, il est déguisé en mendiant, lui dit: vieillard, tu te connais aux travaux du jardin, quelle tenue, quels arbres, vignes, figuiers, poiriers, oliviers et légumes, tu ne négliges rien. Vous voyez qu'on retrouve les fruits typiquement méditerranéens, le raisin, la figue, l'olive. Voilà, donc, après l'environnement cosmique où se situe la vie des hommes et des dieux, la vie des hommes, de façon plus restreinte, se situe dans le monde méditerranéen, qui est caractérisé par le soleil et la mer, d'une part, et par des fruits particuliers. Et d'abord par le vin et le blé. Dans cet environnement, quel est l'idéal de la vie? On parle toujours de la vie, Quel est l'idéal de la vie? Eh bien, le modèle dans l'Odyssée que semble donner en tout cas Homère, c'est la vie des Phéaciens. Les Phéaciens, ce sont ces habitants du Nil qui font un excellent accueil à Ulysse. Et vous vous rappelez que lorsque Ulysse, après avoir fait naufrage, et après avoir nagé pendant 3 jours et 3 nuits, quand il aborde au rivage des Phéaciens, est accueilli par Nausicaa, la fille du roi, la jeune Nausicaa, qui l'accueille, qui lui fait bon accueil, et qui dit que ses parents l'accueilleront aussi de grand cœur. Et elle décrit ce peuple des Phéaciens en disant: tu les verras près de leurs noirs bateaux, et tu verras à côté des fabricants d'agrès, de voiles, de cordages, des polisseurs de rames. Ne parle pas aux Phéaciens ni de carquois ni d'arcs, mais de mâts, d'avirons
et de ces fins navires qui les portent joyeux sur la mer écumante. Voilà donc un peuple qui ne pense pas à la guerre, hein, il ne faut pas leur parler d'arcs ou d'armes, il faut leur parler de ce qui fait leur vie de marin. Et cette vie de marin, ce n'est pas pour eux, ce n'est pas présenté par Homère pour eux comme un travail auquel ils sont astreints et qui serait ingrat. Non, Nausicaa dit que c'est joyeux qu'ils vont sur la mer écumante. Joyeux. Autrement dit, même le travail, vu par Homère, doit être une joie, doit participer du bonheur de vivre. Et dans le même ordre d'idées, lorsque Alkinoos reçoit dans son palais Ulysse, il organise en son honneur des jeux sportifs. Les jeux sportifs, c'est très important pour Homère, et ça le sera tout au long de l'histoire de la Grèce antique. Vous savez que ce sont eux qui ont inventé les Jeux olympiques. Et il faut savoir que les Jeux olympiques ont commencé à exister avant Homère. Je crois que les premiers Jeux olympiques, c'est autour de 770. Homère a écrit dans la deuxième moitié du 8e siècle. Les Jeux olympiques ont commencé dans la première moitié du 8e siècle. Et là, nous voyons que pour faire bon accueil à un invité, un étranger qu'on accueille, j'y reviendrai, comme d'ailleurs dans l'Iliade, pour célébrer les funérailles de Patrocle, on organise des jeux sportifs. Mais voici ce que dit Alkinoos. L'autre fort, à nous, Phéaciens, ce n'est pas la boxe, ni la lutte. Nous sommes bons coureurs et marins excellents. Mais pour nous, en tout temps, rien ne vaut le festin, la cithare et la danse, le linge toujours frais, les bains chauds et l'amour. Voilà l'idéal de vie pour, je ne dirais pas pour tous les Grecs, mais pour ces Phéaciens qui sont donnés à l'exemple par Homère. Alors si je reprends, c'est pas la guerre, c'est clair, rien ne vaut le festin. Il y a beaucoup de festins dans l'Odyssée. Dès qu'on accueille quelqu'un, on fait un festin. On tue des bêtes, on mélange l'eau et le vin, parce qu'on mélange toujours l'eau et le vin chez Homère, et d'ailleurs dans toute la Grèce. On sert des légumes, des fruits, et pendant que on se restaure, eh bien, il y a, et dans plusieurs moments de l'Odyssée, il y a un aède, un chanteur qui chante en particulier la guerre de Troie en psalmodiant, donc c'est lui l'Aède qui compose le poème, qui chante ou chantonne, psalmodie, en s'accompagnant lui-même de la cithare. Et puis il y a aussi des danses. Et parmi les choses qui font l'agrément de la vie, Alkinoos ajoute le linge toujours frais. Une allusion peut-être, en tout cas, nous pouvons voir une référence au début de cet épisode, quand Nausicaa va avec ses servantes laver du linge au fleuve qui est au bord de la mer, parce qu'on pourra ensuite faire sécher le linge sur le sable de la plage, et elle dit qu'elle va laver le linge pour que son père et ses frères aient toujours du linge propre. C'est ce que dit ici son père, le roi. On aime avoir du linge toujours frais, les bains chauds, on se baigne toujours quand quelqu'un arrive, on lui donne un bain, et l'amour. Et l'amour, c'est-à-dire l'amour physique.
Et Ulysse, plus tard, après avoir reçu cet accueil, dit ceci. Le bonheur est exactement, le grec dit, ce qu'il y a de beau, to kalon, le beau de la vie. Ce qui fait que la vie est belle, c'est d'écouter un aède. Et là, évidemment, on voit que Homère parle de lui-même, puisque lui-même est un aède. Un chanteur, disons, hein, un compositeur et chanteur d'épopée. Donc, ce qu'il y a de beau dans la vie, c'est d'écouter un aède. Et il ajoute, le plus cher de mes cœurs, le plus cher de mes vœux, est de voir la joie de tout un peuple quand il écoute un aède, tout en mangeant en abondance du pain, des viandes, et en buvant du vin. Voilà ce qui me semble kalliston, le plus beau, hein, le mot superlatif pour dire ce qui est beau, le plus beau, la plus belle des vies, c'est ça. C'est cette vie où l'on peut manger en abondance, et là, évidemment, c'est une allusion à ceux qui n'ont pas cette chance et qui sont privés de nourriture et qui viennent mendier. J'en parlerai tout à l'heure. C'est une chance si on peut manger à sa faim en abondance et boire, mais on ne se contente pas de manger et de boire. En même temps, on aime écouter des chants qui sont accompagnés de musique, et avant ou après il y a des danses. Autrement dit, il y a une composante artistique qui est inséparable de la composante, disons, matérielle, du manger et du boire. Il faut avoir une nourriture suffisante pour être heureux, pour avoir une vie humaine heureuse, mais en plus, dans la conception des Grecs, il faut qu'il y ait une dimension artistique. La littérature, la musique, la danse sont inséparables de cette vie idéale telle que la pratiquent les Phéaciens et telle que la prouve Ulysse quand il est reçu par eux. L'Iliade est tout entière, ou presque en apparence en tout cas, une œuvre où la guerre est au centre. Quel rapport y a-t-il entre la guerre et la paix? Ce que je vous ai dit maintenant, c'est l'idéal de vie en temps de paix. Mais il y a des moments où il faut faire la guerre. Eh bien, ce qui est frappant, quand on regarde de près l'Iliade, c'est de voir que la guerre, même si elle est montrée dans toute sa cruauté, on voit les têtes coupées, les mains coupées, le sang qui gicle, les yeux qui tombent à terre, c'est affreux. Mais la guerre n'est jamais louée pour elle-même. Elle n'est jamais approuvée. C'est une nécessité à laquelle on est conduit parfois, mais la guerre n'a de but que si elle débouche sur la paix. La guerre de Troie a été déclenchée pour venger un affront fait par le fils du roi des Troyens, Paris, qui a enlevé la femme du roi grec Ménélas qu'il avait accueilli. Autrement dit, c'est une guerre pour des raisons, disons, idéologiques, et non pas matérialiste. C'est une guerre qui n'est pas une guerre de conquête. Une fois que les Grecs se sont emparés de la ville de Troie, ils sont repartis, avec du butin certes, mais bon, ils n'ont pas établi là une colonie ou un territoire qui serait sous leur domination. Ils ont voulu s'emparer de Troie, reprendre Hélène, et une fois qu'ils ont eu Hélène et que la ville de Troie a été abattue, ils sont repartis. Et tout le thème de l'Odyssée, c'est le retour de ces guerriers.
Au centre, il y a le retour d'Ulysse, qui a duré 10 ans. Mais on nous parle aussi du retour des autres guerriers. Par exemple, du retour de Ménélas, avec sa femme Hélène, qu'il a reprise et qu'il a gardée avec lui à Sparte, puisque c'était le roi de Sparte. On nous parle aussi du retour tragique du roi Agamemnon, du chef de l'expédition, qui, arrivé chez lui, à Mycène, découvre que sa femme l'a trompé et même a épousé quelqu'un d'autre, Égiste, et Égiste et sa femme Clytémnestre assassinent le roi à son retour. Donc c'est un retour tragique aussi. Mais ce qui est frappant, c'est que même dans l'Iliade, dans le courant du récit, on voit que la perspective des héros, même s'ils sont plongés dans la guerre, c'est l'idée du retour, l'idée de revenir un jour dans la patrie, de retrouver la femme aimée, c'est le cas de Pénélope pour Ulysse, mais pour les autres, c'est de retrouver un vieux père, par exemple d'Achille, de retrouver son domaine, de retrouver la paix. Autrement dit, le but de la guerre, c'est la paix. La guerre n'a pas une valeur en elle-même. Et lorsqu'on regarde de près comment est construit l'Iliade, on se rend compte que souvent, mais vraiment très très souvent, au milieu de la guerre, tout à coup vous avez des comparaisons. Ça, les comparaisons d'Homère sont souvent extraordinaires, géniales. Mais qu'est-ce que c'est ces comparaisons? C'est tout à coup, au milieu du récit d'un combat, on a une échappée vers ce qui n'est plus le champ de bataille. Il y a une échappée vers une scène de la vie agricole, ou une scène de l'élevage, une scène de la chasse, une scène qui se passe dans une cité. Autrement dit, il y a toujours des aperçus qui permettent d'échapper par le biais des comparaisons à la guerre, au récit de la guerre, pour montrer qu'ailleurs, il y a une autre vie, une vie pacifique, et que c'est cette vie-là qu'il faudra retrouver après la guerre. Donc, la paix est supérieure à la guerre. Et la paix implique des rapports harmonieux entre les hommes et les femmes, en particulier, avec une attention aussi très grande qu'on ne trouve pas ailleurs dans la littérature de l'époque ou antérieure, qu'on ne trouve pas dans la Bible par exemple. Et là, l'exemple d'un couple, de l'amour conjugal, monogame dans un couple, c'est celui d'Ulysse et de Pénélope, bien sûr, mais je préfère vous rappeler l'amour d'Hector, le fils du roi Priam de Troie, et de sa femme Andromaque. Et là, ça vaut la peine, je pense, de vous donner quelques extraits, au moins, de la scène où Hector est sorti de la bataille pour aller rencontrer sa femme qui est accompagnée de leur fils, Astyanax. Les auditeurs savent que c'est la dernière rencontre, la dernière entrevue entre le mari, la femme et l'enfant. Mais ni l'un ni l'autre, ni le mari ni la femme, ne s'en doutent. Donc souvent, Homère joue sur la connaissance et la méconnaissance. La connaissance étant du côté des auditeurs ou des lecteurs, et l'ignorance du côté des protagonistes d'une scène. Donc, Hector se rend dans Troie
il cherche sa femme, on lui dit elle est à tel endroit, et il la voit qui accourt à sa rencontre. Et derrière elle, il y a une servante qui tient dans les bras son enfant. Enfant au tendre cœur, encore tout petit, splendide comme un astre, et fils chéri d'Hector. Hector, voyant son fils, lui sourit en silence. C'est le chant 6 de l'Iliade. Hector, voyant son fils, lui sourit en silence. Voyez les rapports très tendres entre le mari, la femme et l'enfant. Mais Andromaque, en pleurs, auprès de lui s'arrête. Elle lui prend la main, elle l'interpelle et lui dit « Époux infortuné, ta fougue te perdra. Tu n'as pas de pitié de ton fils tout petit, ni de mon deuil à moi, qui bientôt serai veuve. » Et ça, c'est ce qui va se passer. Les auditeurs le savent. Mais pour le moment, ce n'est pas une certitude à ce moment du récit. Oui, bientôt, se jetant tous ensemble sur toi, les Argiens, c'est-à-dire les Grecs, qu'on appelle aussi les Danaens, donc en se jetant tous sur toi, les Grecs te tueront. Il vaudrait mieux pour moi, quand je ne t'aurai plus, descendre sous la terre. Déjà sont morts mon père et mon auguste mère, et puis ses frères aussi. Et plus loin, elle lui dit, Hector, tu es pour moi tout à la fois un père, une mère chérie, un frère, en même temps qu'un fort et jeune époux. Donc vous voyez, elle n'a que lui finalement au monde, en tout cas comme être proche, et elle sait que cet homme qui est à la fois son mari, son père et ses frères peut mourir. Et Hector lui répond peu après, si pour l'avenir j'ai le cœur plein d'angoisse, ce n'est pas tant pour les Troyens que je m'effraie, ou pour Écube, sa mère, ou pour le roi Priam, ou pour mes frères, qui, nombreux, peut-être, tomberont devant les ennemis et mordront la poussière. Non, c'est surtout pour toi. Bon, il a peur, oui, que si elle reste veuve, eh bien, elle soit emmenée comme captive, ce qui se passera dans l'avenir. Et puis, Hector tend les bras vers son fils. Là, je vous donne cette scène parce qu'elle est très, très précise et très émouvante. Hector tend les bras vers son fils, mais l'enfant se détourne. Il se blottit contre le sein de sa nourrice qui le porte et crie, épouvanté par l'aspect de son père qui est en armes. C'est les reins qui l'effraient et le panache aussi, fait de crins de cheval, qu'il voit se balancer, terrible, en haut du casque. Voyez-vous, le père se penche avec son casque en bronze surmonté d'un panache de crins de cheval qui se balance parce qu'il avait ce mouvement de tête. Et le fils, le petit garçon qui est dans les bras de sa trousse, a peur et il recule. Et en faisant ce geste, il fait rire son père et son auguste mère. Autrement dit, là, dans une scène qui est très émouvante, qui a quelque chose de tragique, tout à coup, le rire vient. On est vraiment dans la peinture des sentiments humains vus au plus près dans leur complexité, où des sentiments contraires peuvent se mêler. Alors le père enlève son casque, le pose sur le sol, il embrasse son fils, le berce dans ses bras et dit, en évoquant Zeus et les autres dieux, Zeus et vous, tous les dieux, faites que mon enfant, comme moi, se distingue entre tous les Troyens, qui se montrent aussi forts, etc. Il
dit aimer l'enfant dans les bras de sa mère. Elle, en le recevant sur son sein parfumé, pleure et rit à la fois. Le grec dit « elle pleurait tout en riant ». Ça, c'est extraordinaire, voyez-vous. 2 mots pour dire en même temps la coexistence de 2 sentiments opposés. Ça, c'est la force d'Homère quand il décrit des sentiments humains. C'est la vie et la mort qui sont mêlés là. Hein? Les lecteurs savent qu'ils ne se verront plus, qu'Hector va mourir, qu'il sera tué par Achille. Ils savent qu'Andromaque sera emmené comme captive. Le petit Astyanax, il sera tué au cours de la prise de Troie. Tout ça est pathétique, mais Homère évite le tragique, évite le pathos, avec cette attention aux menus détails de la vie réelle des êtres humains. On peut rire et pleurer en même temps. Je pourrais vous citer aussi, après des exemples de relations harmonieuses, tendres entre mari et femme, des relations entre un homme et une jeune fille, et je pense évidemment aux scènes entre Ulysse et Nausicaa. Ce sont aussi parmi les plus belles scènes de l'Odyssée. Vous vous rappelez, Ulysse, naufragé, aborde à l'île des Phéaciens, il ne sait pas où il est, il passe la nuit dans une broussaille, exactement entre les branches d'un olivier. Et pendant ce temps, le matin arrive là où il y a un fleuve, je vous l'ai dit tout à l'heure, arrive Nausicaa, la fille du roi, qui vient avec des servantes laver le linge. Et puis, Ulysse se réveille et il s'avance vers les filles, il est nu, il est plein de saumure, il a coupé une branche d'olivier pour mettre devant son sexe, et quand on voit cette espèce de monstre qui sort, toutes les filles disparaissent, elles poussent des cris, elles s'en vont, mais la fille du roi, Nausicaa, reste là. Et elle dit à Ulysse que son père et sa mère le recevront, et elle lui dit comment il faut faire pour se rendre au palais du roi sans elle, parce qu'elle ne veut pas, là aussi c'est bien vu, c'est une jeune fille qui fait l'âge de se marier. Elle dit, je ne veux pas qu'on nous voit ensemble parce que ça pourrait faire jaser. Donc, moi je partirai la première, toi tu partiras plus tard, tu demanderas ton chemin, n'importe quel enfant t'indiquera où est le palais du roi, et mes parents t'accueilleront. Donc c'est une première scène qui est très belle, je ne peux pas vous lire trop de choses parce que c'est une scène qui est assez longue, mais enfin peut-être quand même ça vaut la peine que je vous lise un ou deux extraits. De l'Odyssée. Ulysse s'adresse à Nausicaa. Et on sait que Ulysse est ingénieux. On sait que c'est un habile faiseur de mensonges. Et que va-t-il dire à cette jeune fille? Il ne sait pas du tout, bien sûr, que c'est la fille du roi. Alors, il lui dit, d'abord il réfléchit pour savoir ce qu'il va faire. Est-ce qu'il va prendre ses genoux, comme on fait quand on est un suppliant, et il dit, non, ça, je ne vais pas le faire parce que ça risque de la choquer, donc il vaut mieux que je me tienne à l'écart. Et l'habile homme, donc, reste à l'écart, et il dit, je suis à tes genoux, ô reine. Il dit, je suis à tes genoux, mais il ne le fait pas.
Hein? Symboliquement, il dit « Je suis à tes genoux, ô reine ». Tout de suite, il emploie un mot laudatif, alors qu'il ne sait pas du tout qu'elle est la fille du roi. Que tu sois ou déesse ou mortelle. Alors, bon, je vais un peu plus loin. Si tu n'es qu'une mortelle, habitant notre monde, 3 fois heureux ton père et ton auguste mère, 3 fois heureux tes frères, comme en leur cœur charmé, tu dois verser la joie. Chaque fois qu'à la danse, il voit entrer ce beau rejet de la famille. Toujours la danse, hein, les plaisirs de la vie dans cette société. Et jusqu'au fond de l'âme, et plus que tous les autres, hein, bienheureux le mortel dont les présents vainqueurs t'emmèneront chez lui. Autrement dit, heureux celui qui sera ton mari. Il se rend bien compte, c'est une jeune fille. Donc, il la flatte incontestablement, en allant peut-être au-delà de ce qui serait sincère. Mais, il y a de la sincérité dans ce qu'il dit. Parce que c'est vrai que Nausicaa est une belle jeune fille, on nous le dit, elle est dans toute la beauté de l'adolescence. Et c'est une fille qui n'a pas eu peur, qui est restée là pour lui tenir tête. Et donc, quand il dit ensuite ce que je vais vous lire, ce n'est pas tellement de la flatterie, ou en tout cas c'est à la fois de la flatterie et de la sincérité. Là encore, la complexité des sentiments humains. Tout à l'heure, je vous ai dit les rires et les larmes en même temps. Ici, c'est sans doute de la flatterie et de la sincérité ensemble. Il dit « Mes yeux n'ont jamais vu quelqu'un comme toi, homme ou femme. Ton aspect me confond. À Délos, autrefois, dans l'île de Délos, à l'autel d'Apollon, j'ai vu une beauté semblable, le rejet d'un palmier qui montait vers le ciel, car je suis allé aussi là-bas. Et sur cette route, beaucoup d'angoisse m'attendait. Et comme en voyant ce jeune palmier, je restais dans l'extase, car jamais un fût pareil, un jeune tronc pareil, n'était monté du sol. Aujourd'hui, dans l'extase, ô femme, je t'admire, mais je tremble. J'ai peur de prendre tes genoux. Vois mon cruel chagrin. Après 20 jours, sur les vagues vineuses, adjectif d'Homère, les vagues couleur de vin, les vagues comme le vin. Après 20 jours, j'ai échappé à la mer, 20 jours, etc. Voilà. Et toi, reine, prends pitié, c'est toi que la première, après tant de malheurs, ici j'ai rencontré, je ne connais personne. Donc voilà, il lui demande de le secourir et elle va l'aider. Dans une très belle scène, je vous avais lu des extraits, mais je ne vous ai pas tout lu, et toute cette scène mérite d'être lue. Et je vous dirai un mot maintenant de la dernière scène entre Nausicaa et Ulysse. Ils ne se verront plus. Ulysse a été très bien accueilli par le roi Alkinoos et par sa femme, festin, jeux, etc. Et on nous dit que après avoir pris un bain, après avoir été enduit d'huile, après qu'on lui a donné des vêtements neufs, du linge propre, Ulysse sort des appartements de la pièce où il a pris ce bain et il sort. Et quand il sort, Nausicaa est là. Nausicaa, que les dieux faisaient belle, se dressa au montant de l'épaisse embrasure. Elle se tient là, contre la porte, elle le regarde.
ses yeux admiratifs fixant les yeux d'Ulysse. Donc elle le regarde droit dans les yeux, ce qui est audacieux de la part d'une jeune fille, même si elle a le courage et la confiance en soi que peut avoir une fille de roi. Mais il est évident que, sans que ce soit dit, il y a quelque chose de légèrement érotique qui s'est passé entre eux. D'ailleurs, le roi Alkinoos avait dit, comme ça en passant à Ulysse, « Si tu voulais rester chez nous, je te donnerais volontiers ma fille. » Rien ne dit que Nausicaa ait pensé à avoir comme époux Ulysse. Mais ce n'est pas impossible qu'elle y ait pensé, parce qu'Ulysse est un homme plus âgé qu'elle sans doute, 2 fois plus âgé qu'elle, mais qui est beau. En plus, quand il sort du bain, il est magnifique. Donc il est normal que cette jeune fille admire, elle le regarde avec des yeux admiratifs, dit Homère, et les yeux dans les yeux. Et elle lui dit ceci, « Caliré, je te salue, mon hôte. Quand tu seras au pays de tes pères, quand tu seras rentré, garde mon souvenir, car c'est à moi d'abord que tu dois la vie sauve. » Et Ulysse lui répond que Zeus fasse que je puisse retourner chez moi, que je vois, c'est le 8e chant de l'Odyssée, que Zeus fasse que je puisse rentrer, que je vois la journée du retour. Et alors, quand je serai là-bas, mes vœux te seront fidèles. Tu seras pour moi comme une divinité, tous les jours d'une vie que je te dois, ô jeune fille. C'est magnifique parce que c'est une scène très sobre, très simple, où tout est dit sans être dit. Et après avoir dit ces mots, Ulysse rejoint la salle du festin où il y a les hommes, les femmes n'assistent pas au festin, il ne reverra plus Nausicaa. C'est comme une idylle qui aurait pu avoir lieu, qui n'a pas lieu, mais vous voyez que Homère attache une grande importance aux relations humaines entre hommes et femmes, que ce soit entre époux et épouse, ou entre un homme marié et qui veut rester fidèle à sa femme, et une jeune fille qui, elle, est en âge de se marier. Voilà 2 exemples que je voulais vous donner pour les rapports entre les 2 sexes. Cette proximité des hommes et des femmes, on la retrouve aussi entre les hommes et les animaux. Entre les hommes et les animaux, il n'y a pas, comme dans la Bible, une différence de statut. Dans la Bible, les hommes ont été créés à l'image de Dieu, mais pas les animaux. Et les animaux ont été créés pour être au service de l'homme. Chez Homère, au contraire, les animaux font partie des êtres vivants, comme les êtres humains. Et je vais vous donner 2 exemples frappants qui montrent, c'est toujours de la vie que je parle, hein, la vie des hommes avec les animaux. Quand Achille, qui refuse toujours d'entrer dans la bataille, depuis qu'il s'est fâché avec le roi Agamemnon, parce que le roi Agamemnon, qui était le chef de l'expédition, lui a pris sa captive Briséis, sa concubine, dont Achille était amoureux. Donc, Achille, vous vous rappelez, c'est le sujet de l'Iliade, c'est le point de départ de l'Iliade. Achille se retire et va dans sa tente, il se met plus de la bataille. Mais à un moment donné, je vous l'ai dit, comme les Grecs sont en difficulté, il permet à son ami proche, Patrocle, d'aller combattre avec ses propres armes.
Et Patrocle est tué, alors qu'il avait non seulement les armes d'Achille, mais son char et ses chevaux. Des chevaux divins, dit-on, mais qui se comportent quand même comme de vrais chevaux. Et là, il y a une scène que je trouve, pour ma part, très émouvante. Patrocle est mort, donc il a été tué par Hector. Et les chevaux éprouvent une douleur très grande. Leur cocher a beau les stimuler sans trêve, en les touchant de son fouet agile, en leur parlant aussi d'une voix tantôt douce et tantôt menaçante. C'est le chant 17 de l'Iliade. Ils refusent, tous deux, les deux chevaux, d'aller soit vers les bateaux, de revenir non vers le camp des Grecs, soit d'aller vers les Troyens sur le champ de bataille. Ils restent sans bouger, plantés comme une stèle, à tout jamais dressée au-dessus du tombeau d'un mort ou d'une morte. C'est ainsi que, devant le magnifique char, ils restent immobiles, en appuyant tous deux leur tête sur le sol. À terre, de leurs yeux, coulent des pleurs brûlants que le regret de leur cocher, le regret de Patrocle, leur fait répandre. Leur crinière abondante en est toute souillée, qui tombe du collier des deux côtés du joug. Est-ce que ce n'est pas une scène extraordinaire? Ces chevaux qui pleurent la mort de leur maître, ou exactement de l'ami de leur maître, à qui ils avaient été confiés. Ils pleurent et on ne peut pas les empêcher de pleurer, leur crinière est dans la poussière et ils ne peuvent pas bouger, ils sont comme une stèle, comme une pierre qui est mémorial au-dessus d'une tombe. Voilà, les pleurs de chevaux. Et je vais vous donner un autre exemple qui est au moins aussi touchant et peut-être plus pour montrer la proximité des hommes et des bêtes. Quand Ulysse revient enfin dans son pays natal, dans l'île dont il est le roi, l'île d'Ithaque, il se déguise en mendiant. Parce que son but, c'est de trouver le moyen de se défaire, et tant qu'à faire, il faut le dire franchement, de massacrer les prétendants qui, en son absence, ont eu une conduite odieuse à l'égard de sa femme Pénélope et de son fils Télémaque, qui n'est pas encore adulte. Il avait 1 an quand Ulysse l'a quitté. Donc, ces prétendants, il veut, avec son fils Télémaque, de qui il s'est fait reconnaître, sous ses habits de mendiant, il veut manœuvrer pour pouvoir l'emporter sur les prétendants qui sont bien plus nombreux. Et donc, il faut qu'il reste déguisé, qu'il ne se trahisse pas. Et là, il entre dans le palais, qui est son palais, qu'il a quitté depuis 20 ans, où personne ne le reconnaît. Même sa femme ne le reconnaîtra pas. Mais il est reconnu par son chien. Pendant qu'ils échangeaient ces paroles entre eux, un chien couché leva la tête et les oreilles. C'était Argos, le chien que le voyant Ulysse achevait d'élever quand il fallut partir vers la sainte Ilion sans en avoir joui, c'est-à-dire sans l'avoir utilisé comme chien de chasse. Il avait à peine élevé, il a dû partir. Donc ce chien avait 1 an. 20 ans après, il a 21 ans. C'est très vieux pour un chien. Donc il est là, ce chien.
Il avait vécu, quand il était jeune, avec les jeunes gens, pour courir le cerf, le lièvre et les chèvres sauvages. Mais maintenant, négligé en l'absence du maître, il gisait, étendu au-devant du portail, sur le tas de fumier des mulets et des bœufs, où les serviteurs du lit se venaient prendre de quoi fumer le grand domaine. C'est là qu'Argos était couché, couvert de poux. Il reconnut Ulysse en l'homme qui venait, et remuant la queue, coucha les deux oreilles. La force lui manqua pour s'approcher du maître. Ulysse l'avait vu, il détourna la tête en essuyant un pleur. Il ne peut pas se faire reconnaître du chien, parce que ce serait se dévoiler lui-même. Donc, malgré la volonté qu'il a, le désir qu'il a de courir vers son chien, de le prendre dans les bras, quand il voit que le chien le reconnaît, il détourne la tête, les larmes aux yeux. Et alors, Eumée, son serviteur qui l'accompagne, lui dit: c'est le chien de ce maître. Si tu pouvais le voir encore actif et beau, tel qu'Ulysse en partant pour toi nous le laissa, tu vanterais bientôt sa vitesse et sa force. Mais bon, mais le voilà perclus. Son maître a disparu, loin du pays natal. Les femmes n'ont plus de soin de lui, on le néglige. Voilà. Et ensuite, Ulysse, qui s'est détourné donc de son chien, entre dans la salle, la grande salle, où va avoir lieu un festin. Et il s'en va retrouver la salle où sont les prétendants, mais Argos n'était plus. Les ombres de la mort avaient couvert ses yeux, qui venaient de revoir Ulysse après 20 ans. C'est une des scènes les plus pathétiques, à mon sens, d'Homère et peut-être de toute la littérature grecque, n'est-ce pas, René? Ce chien qui reconnaît son maître après 20 ans et qui meurt d'émotion sans que son maître puisse lui montrer son affection. Là aussi, il y a le mélange des sentiments contrariés par l'obligation de se comporter de telle ou telle façon. Voilà. C'est, après les chevaux d'Achille qui pleurent, une deuxième scène que je voulais vous signaler pour vous montrer la proximité de la vie des hommes et de la vie des bêtes. Il n'y a pas de séparation entre les deux chez Homère. Et maintenant, je vais parler de la proximité entre les hommes et les dieux, ce qui me permettra d'aborder la question de la religion chez Homère. On le voit dans les scènes de l'Iliade comme dans les scènes de l'Odyssée, les dieux se mêlent souvent de la vie des hommes. Et Alkynos, le roi des Phéaciens, le dit à un moment donné dans le chant 6 de l'Odyssée: depuis toujours, les dieux se manifestent clairement à nous. Lorsque nous leur offrons des hécatombes, des sacrifices par conséquent, ils viennent au festin s'asseoir à nos côtés, au même banc que nous. Si l'un de nous, cheminant seul, vient à les rencontrer, il ne se cache pas, car nous sommes très proches d'eux. Le grec dit très proche, exactement, il faut entendre très proche par la parenté. Il y a donc une parenté entre les hommes et les dieux, comme il y a une parenté entre les hommes et les animaux. Il n'y a pas de coupure. La coupure qu'on a dans la Bible, qui est fondamentale dans les religions monothéistes, entre le Créateur et la création, y compris les hommes créés, n'existe pas. Les dieux et les hommes se mêlent. Ils sont très proches par bien des côtés. Il n'y a pas de séparation entre les deux mondes.
les dieux se mêlent aux hommes déjà dans la guerre, comme on le voit dans l'Iliade. Dans l'Iliade, vous savez, les dieux sont répartis en deux camps. Les uns sont pour les Troyens, par exemple Apollon et Aphrodite, et d'autres sont pour les Grecs, notamment Athéna, et aussi Héra, la femme de Zeus. Mais ces dieux, c'est ce que je voudrais vous faire remarquer ici, ne sont pas attachés à un peuple de façon particulière. Ce ne sont pas des divinités ethniques. Dans la Bible, le Dieu de la Bible, qui s'appelle Yahvé, a un lien particulier avec les Hébreux. Il a fait une alliance avec les Hébreux. C'est le Dieu des Hébreux, et les Hébreux veulent, en tout cas, les prêtres et les rois, certains rois, disent qu'il ne faut pas avoir d'autre Dieu que ce Dieu-là, et ce Dieu-là n'est le Dieu d'aucun autre peuple que celui des Hébreux. Au contraire, dans la Bible, au contraire de la Bible, les dieux grecs sont transnationaux. Je vous dis par exemple que Apollon est le dieu qui est du côté des Troyens. Mais c'est un dieu très important pour les Grecs, puisqu'il a un sanctuaire célèbre à Délos. Ulysse vous a parlé de Délos tout à l'heure, et un sanctuaire encore plus célèbre à Delphes. Quant à Athéna, Athéna, elle est du côté des Grecs. Mais on nous dit plusieurs fois que sur l'acropole de Troie, il y a un temple pour Athéna. Un temple à Athéna, et on voit d'ailleurs Andromaque et Cube, la reine, aller à ce temple-là. Donc, ces dieux-là ne sont pas des dieux nationaux, ne sont pas des dieux ethniques. Je les appelle des dieux transnationaux. Et je remarquerai aussi que s'ils interviennent souvent dans la guerre de Troie ou dans les péripéties d'Ulysse, souvent, ce sont des interventions inutiles. Ce qui m'a frappé en relisant dans la foulée l'Iliade et l'Odyssée l'année dernière, par exemple, on nous dit que Athéna, pour réveiller Ulysse, qui dormait après ces jours de nage épuisé dans les broussailles, pour le réveiller, eh bien, elle détourne la balle que les filles, les servantes et Nausicaa, s'échangent entre elles. Elles jouent à la balle. Et on dit, Athéna détourne la balle pour qu'elle aille, qu'elle tombe dans le fleuve, et alors les filles poussent un cri. Et ce cri réveille Ulysse. Bon, mais écoutez, ça n'est pas, on n'a pas besoin d'une intervention divine. Hein, quand on joue à n'importe quel jeu, il y a parfois une balle qui vous échappe, qui va là où elle ne devrait pas aller, et on crie, voilà. Autre exemple, un peu après, on vous dit, Athéna se déguise en petite fille pour guider Ulysse vers le palais du roi Alkinoos. Mais Nausicaa avait dit elle-même, hein, moi je parle la première, tu me suivras, et tu peux demander à n'importe quel enfant te guidera jusqu'au palais du roi. Bon, on n'a pas besoin d'une intervention d'Athéna pour ça, vous voyez. Alors, la conclusion à laquelle je suis arrivé, c'est que s'il y a tant d'interventions divines dans l'Iliade et dans l'Odyssée, c'est parce que ça fait partie de ce qu'aimaient entendre les auditeurs. Les auditeurs de ces épopées, comme les auditeurs des contes d'enfants, aiment le merveilleux. Ils aiment que dans le naturel intervienne le surnaturel, qu'il y ait des fées, des sorcières, et là, des divinités qui interviennent dans la vie des hommes. Mais en réalité, je vous ai cité 2 exemples, mais j'en ai relevé des dizaines.
dans la plupart des cas, presque chaque épisode dit quand se lève l'aurore, l'aurore aux doigts de rose, ou l'aurore au voile de safran, c'est les expressions qui reviennent le plus souvent. Et l'aurore, tantôt, est présentée comme une divinité secondaire, et tantôt, c'est simplement le phénomène cosmique du soleil qui se lève. Donc, quand le soleil se lève, eh bien, les hommes, toujours se lèvent et commencent leur journée. Journée de travail agricole ou journée de guerre. Et pour les dieux, dans l'Olympe, c'est pareil. Ils commencent la journée avec le soleil, et quand le soleil se couche, eh bien tout le monde se couche et s'endort, les dieux comme les hommes. Il ne faut pas aller très loin sûrement dans la liaison entre un environnement naturel et une forme de pensée, mais il est quand même clair qu'il y a une relation. Un peuple qui vit dans les brumes, dans la pluie, la plus grande partie du temps, ne peut pas avoir la même conception du monde qu'un peuple qui vit dans une région où le soleil brille très souvent et où il y a la mer. Et cette mer-là, voilà. Donc je voulais vous signaler que il faut tenir compte, pour ce qui est des paysages où se déroulent, des scènes où se déroulent l'Iliade et l'Odyssée, du fait que nous sommes dans la Méditerranée et non pas ailleurs, dans une autre région de la Terre. Et ça, son importance. Et là, dans cette région du monde, poussent des fruits spécifiques. Quand Ulysse, dans ses aventures, aborde au rivage des Phéaciens, dont le roi est Alkinoos, il est très bien accueilli et Homère décrit le jardin d'Alkinoos. Le roi a un jardin. Ce n'est pas n'importe quel jardin, c'est chant 7 de l'Odyssée. Il y a ce grand jardin qui est enclos d'une enceinte, d'un mur. C'est d'abord un verger dont les hautes ramures, poiriers et grenadiers et pommiers aux fruits d'or et puissants oliviers. La mer est partout. La guerre de Troie se passe au bord de la mer par laquelle sont arrivés des bateaux pour essayer de s'emparer de la ville de Troie. Les aventures d'Ulysse qui font l'objet de l'Odyssée se passent entièrement dans la Méditerranée, vous le savez, et il apparaît clairement que Homère connaît bien la Méditerranée, directement ou indirectement, peut-être pas les Phéniciens, il connaît la Méditerranée, non seulement des îles, les grandes îles comme la Crète, il connaît l'Égypte, il parle de l'Égypte avec précision, il parle du Nil, et il parle même du détroit de Gibraltar. Donc, c'est la mer et c'est aussi le soleil. La mer et le soleil. Il est évident que dans la Méditerranée, il y a plus de soleil que dans d'autres régions du monde, et c'est important parce que l'Iliade et l'Odyssée, les deux, sont rythmés chaque fois, ou chaque épisode, par le lever du soleil. Et figuiers domestiques portent sans se lasser ni s'arrêter leurs fruits. Là, vous avez des fruits typiquement méditerranéens, en particulier la grenade, l'olive et la figue. Et plus loin, on nous dit qu'il y a un carré de vigne et encore un potager. La vigne aussi, le vin, c'est typique de la Méditerranée. Ailleurs, on boit de la bière ou on boit
d'autres boissons. Mais le vin, comme le blé, là le blé n'est pas signalé, mais rappelez-vous dans le bouclier d'Achille, on voit des paysans labourer la terre, semer, et ensuite ils font la moisson. Ça c'est le blé. Homère appelle souvent la terre, les hommes qui vivent sur la terre, que ce sont des hommes qui mangent du blé, les hommes mangeurs de blé. Et ils boivent aussi beaucoup de vin. Et lorsque le soleil, la lune, la terre et tout ce qui est sur la terre, les hommes, les animaux et les végétaux, vous avez déjà là une vision qu'on pourrait dire écologique, environnementale d'Homère. Autrement dit, la vie humaine, puisqu'il faut toujours, j'en reviens au thème de la vie humaine n'est pas séparable déjà là de la vie divine et de la vie de tout ce qui est à l'intérieur de ce cosmos, qui est limité. Il n'est pas infini, il est limité par quelque chose qu'Homère imagine étant une eau primordiale qui fait le tour de l'univers. Pour ce qui est de la terre elle-même et de la région de la terre où vivent les hommes d'Homère et Homère lui-même, il faut préciser que ce n'est pas n'importe quelle région du monde, c'est la Méditerranée. Et l'œuvre d'Homère est très marquée par le paysage méditerranéen, qui est d'abord un paysage où la